Tout le monde connaît Nicolas Sarkozy et sa descente aux enfers, mais qui connaît vraiment son histoire? En 1958, il n'a que 3 ans lorsque ses parents se séparent. Sa mère, André Mallat, retourne vivre chez son père à Neuilly-sur-Seine avec ses 3 enfants. Son père, Paul Sarkozy de Nagy-Boxart, immigré de la petite noblesse hongroise, refait sa vie loin d'eux. Pour Nicolas Sarkozy, c'est un événement décisif. Il grandit alors chez son grand-père, Bénédicte Mallat, un chirurgien passionné de politique et de Charles de Gaulle. C'est avec lui qu'il va puiser ses références et se forger ses opinions. Au lycée, c'est un adolescent mal dans sa peau. Gêné par son nom à consonance étrangère, honteux du divorce de ses parents et convaincu d'occuper un rang social inférieur à celui de ses camarades. Après son bac, il choisit, comme sa mère, une carrière d'avocat. En 1973, il entre à la fac de droit de Nanterre, en région parisienne. Mais très vite, le droit s'efface au profit de la politique. Fidèle aux idées du grand-père, il commence à militer à l'Union des jeunes pour le progrès, le mouvement des jeunes gaullistes. 1 an plus tard, à 19 ans, il adhère à l'UDR pour soutenir Jacques Chaban-Delmas, candidat gaulliste à la présidentielle. Dans sa ville de Neuilly, il s'investit sans relâche. Il colle des affiches, distribue des tracts sur les marchés, participe à toutes les réunions. Et très vite, il se fait remarquer. Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR ? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi ? Je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain. 1 mois plus tard, l'UDR de Jacques Chirac organise un congrès à Nice. Une fois les ténors passés, la parole est donnée à quelques jeunes militants. Parmi eux, la parole est à Nicolas Sarkozy. Mes amis, à 22 ans, il entre au conseil municipal de Neuilly-sur-Seine dans l'équipe d'Achille Peretti. Peretti, c'est un poids lourd du parti gaulliste. Ancien résistant, mais surtout ancien président de l'Assemblée nationale. En 1978, il décroche son diplôme de droit. Dans la foulée, il s'inscrit à Sciences Po Paris, mais il échoue à l'examen final. En 1981, c'est l'année décisive. Il prête serment comme avocat, mais dans le même temps, Jacques Chirac lui donne sa chance. Il le nomme président du comité de soutien des jeunes pour sa campagne présidentielle. En 1983, Achille Peretti meurt d'une crise cardiaque. Charles Pasqua, bras droit du maire et successeur désigné, fait appel à Patrick Balkany et Nicolas Sarkozy pour piloter sa campagne. Pasqua a confiance en Sarkozy. Il le connaît bien, il a même été témoin à son mariage. Mais très vite, le jeune homme de 28 ans comprend qu'il a une carte à jouer. Plutôt que de faire campagne pour Pasqua, il fait campagne pour lui. Pasqua tombe des nues. Il appelle Chirac et lui demande de ramener ce jeune ambitieux à la raison. Mais rien n'est fait. Sarkozy tient bon. Le 29 avril, lors du conseil municipal, Nicolas Sarkozy est élu maire de Neuilly-sur-Seine dans une ambiance survoltée. Son opportunité a payé. Sa carrière politique est véritablement lancée. C'est la première cohabitation de la Ve République. Jacques Chirac devient Premier ministre de François Mitterrand. Mais dans sa tête, il pense déjà à une autre échéance, la présidentielle de 1988. Il confie à Nicolas Sarkozy l'organisation des grands meetings. Sarkozy modernise, structure et impose déjà son style. Énergique, rapide, efficace. Édouard Balladur, directeur de campagne, le repère et le prend sous son aile. Mais quand tombe le résultat le soir du 8 mai 1988, c'est la grimace pour Sarkozy. François Mitterrand, réélu président de la République. Mais 1 mois plus tard, il retrouve le sourire. Il devient député des Hauts-de-Seine.
5 ans plus tard, aux législatives de 1993, la gauche s'effondre. Le Parti socialiste ne conserve que 57 sièges sur 577. La droite, elle, remporte une victoire écrasante avec 484 sièges. C'est le début de la deuxième cohabitation. Mais cette fois, Jacques Chirac refuse Matignon. Il préfère se préparer pour la présidentielle de 1995. François Mitterrand nomme alors son second, Édouard Balladur, devient Premier ministre. Il nomme alors Monsieur Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, porte-parole du gouvernement. Le 13 mai 1993, à Neuilly-sur-Seine, un homme cagoulé entre dans une classe de maternelle. Il est armé d'explosifs. Il s'appelle Eric Schmitt, mais exige qu'on l'appelle Human Bomb. Il retient 21 enfants et leur institutrice et menace de tout faire sauter. La police encercle l'école. Le raid se déploie. Nicolas Sarkozy, maire de la ville, se rend sur place. Quel à moi ce petit poste. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. On peut être amis pour ça. On peut avoir confiance l'un en l'autre. J'essaie de vous sortir de la panade. J'essaie de trouver le pognon. J'essaie de trouver la voiture. Je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec vous? Il entre plusieurs fois dans la classe et parvient à faire libérer plusieurs enfants. Le 15 mai, au matin, après 2 jours de tension, le preneur d'otages s'endort. Le raid donne l'assaut. Human Bomb est neutralisé. Tous les enfants sont sains et saufs. L'image de Sarkozy portant un enfant dans ses bras, acclamé par la foule, fait le tour des médias. Sa popularité grimpe en flèche. En 1995, la page Mitterrand se tourne. Une nouvelle élection présidentielle s'annonce. Pour Nicolas Sarkozy, c'est l'heure d'un choix cornélien. Il y a 5 semaines qui restent pour convaincre qu'Édouard Balladur est le président de la République qu'il faut pour la France. Pour Chirac, la trahison est totale. Il est abasourdi par ses claques. Mauvaise pioche. Tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond. Éliminé Édouard Balladur. Aussitôt, Balladur et Sarkozy appellent à voter Chirac. Mais le mal est fait et la fracture est profonde. Au second tour, Jacques Chirac l'emporte sur Jospin. Sarkozy connaît alors son premier vrai revers politique. Sa trahison ne passe pas. Il s'est mis à dos une grande partie de la droite. Isolé, marginalisé, il traverse 4 années de désert politique. En 1997, coup de théâtre. Alors que la droite dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée, Jacques Chirac, sous l'impulsion de Dominique de Villepin, secrétaire général de l'Élysée, décide « J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale ». Officiellement, il s'agit de clarifier la ligne politique de droite. Mais en coulisses, Villepin espère bien que la trahison de Sarkozy lui coûtera son siège de député. Il veut l'éliminer politiquement, depuis qu'il est convaincu que Sarkozy, alors ministre du Budget, a lancé un contrôle fiscal contre son père. Mais la manœuvre échoue. Pour Chirac, c'est l'humiliation. Pour Dominique de Villepin, c'est la honte. Non seulement Sarkozy est réélu dès le premier tour avec 56% des voix, mais en plus, la droite s'effondre. La gauche reprend largement la majorité à l'Assemblée avec 319 sièges. Et Chirac doit nommer Lionel Jospin Premier ministre. C'est le début de la 3e cohabitation. En 2001, Jacques Chirac rappelle Sarkozy pour préparer la présidentielle de 2002. Nicolas Sarkozy joue alors un rôle central dans l'organisation de la campagne. Le soir du 21 avril 2002, c'est la surprise. Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour. 15 jours plus tard, Jacques Chirac est réélu avec 82% des voix. Jean-Pierre Raffarin est nommé Premier ministre. Sarkozy est récompensé. Il obtient le poste tant convoité de ministre de l'Intérieur. En 2004, un scandale éclabousse la droite française. Alain Juppé, président de l'UMP,
et fidèle de Chirac est condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Pour Sarkozy, c'est l'opportunité rêvée. Il veut prendre la tête du parti, mais Chirac lui impose un choix, rester ministre ou diriger l'UMP. Il choisit de quitter le gouvernement. À 49 ans, il est élu triomphalement président de l'UMP. Désormais, plus rien ne l'arrête. Il a le parti et toutes les cartes en main pour avancer vers sa destinée. Il peut désormais se consacrer pleinement à son objectif ultime, la présidentielle de 2007. Sauf que dans l'ombre, ses ennemis veulent le faire tomber. En 2004, l'affaire Clearstream éclate. Une liste de comptes bancaires occultes, soupçonnés de corruption et de pots de vin, censés appartenir à des responsables politiques français, dont Nicolas Sarkozy, occupe les journaux. Sarkozy crie au complot, attaque en justice et finalement sera blanchi. Mais l'affaire s'avère être un coup monté, un règlement de compte politique. Les soupçons remontent jusqu'au sommet de l'État. Dominique de Villepin, alors Premier ministre, est accusé d'avoir couvert l'opération pour tenter d'écarter Sarkozy de la course à l'Élysée. Lui aussi sera blanchi dans cette affaire. En revanche, Jean-Louis Jargorin et Imad Laou seront reconnus coupables de faux et de dénonciation calomnieuse. Ils seront condamnés, chacun, à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. Mais les vrais commanditaires, eux, courent toujours. En 2005, les Français rejettent massivement la Constitution européenne avec près de 55% de non. Jacques Chirac en sort affaibli. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Pour Chirac, c'est la fin de son hégémonie sur la droite. Sarkozy lance alors sa campagne. Qui voudrait nous faire croire que les voyous qui ont tout cassé à la gare du Nord étaient juste révoltés par l'injustice. Eh bien, cette gauche-là, elle a perdu tout sens moral. Je suis heureux de le lui rappeler. En 2007, il arrive en tête du premier tour face à Ségolène Royal, candidate du Parti socialiste. Et, le 6 mai, Nicolas Sarkozy recueille donc 53,06% des voix. Mais la lune de miel ne va pas durer très longtemps. Dès le premier soir, sa présidence fait la une des journaux. Sarkozy se rend au Fouquet's, un restaurant de luxe, où l'attendent ses amis, du monde des affaires, des médias et du showbiz. Quelques jours plus tard, il s'envole pour des vacances sur le yacht de Vincent Bolloré au large de Malte. Sarkozy rêve d'une présidence à l'américaine. Pour lui, la réussite est un rêve à partager. Mais les Français cherchent avant tout un chef d'État, un homme providentiel. Tout le contraire d'un président qui étale sa vie privée. À l'annonce de son gouvernement, c'est l'étonnement. Il fait entrer des personnalités venues de la gauche, comme Bernard Kouchner, Jean-Pierre Jouyet, Martin Hirsch, Fadela Amara et Éric Besson. À droite comme à gauche, les réactions ne se font pas attendre. Mais ce qui va vraiment le faire dégringoler dans les sondages, c'est... L'Europe a donc montré qu'elle était capable de sortir du blocage, de prendre des décisions difficiles même à 27. Nous nous sommes mis d'accord, nous venons de nous mettre d'accord sur un mandat très précis, confié à une conférence intergouvernementale qui devra avoir fini de travailler avant la fin de l'année 2007 pour l'adoption d'un traité simplifié. Le problème, c'est que les Français aussi s'étaient mis d'accord sur, à peu de choses près, le même traité. Mais eux, ils ont dit non quand on leur a demandé leur avis. Ils rejettent ce choix fait par les Français. Mais jamais ce texte n'aurait pu passer au Parlement sans le soutien de Hollande et des socialistes. Il est en deçà de ce que nous pouvions espérer ou de ce que nous aurions négocié si nous avions été en responsabilité. Mais il a au moins un mérite, c'est de permettre à l'Europe de sortir de l'impasse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de l'approuver. En 2008,
La crise financière éclate. Partie des subprimes américains, elle touche de plein fouet l'Europe. Les marchés s'effondrent, les banques vacillent et l'économie mondiale entre en récession. Face à la tempête, Nicolas Sarkozy réagit vite. Il lance un plan de relance massif de 26 milliards d'euros pour soutenir les entreprises, relancer l'investissement et limiter la casse sociale. Au final, la France subit la plus faible récession parmi les grands pays européens en 2009. La même année, il lance le projet du Grand Paris pour transformer la métropole parisienne. C'est le début d'un nouveau réseau de transport plus écologique qui désenclave les territoires et change la vie de millions de franciliens. En 2010, il s'attaque à la réforme des retraites en repoussant l'âge légal de départ de 60 à 62 ans. La riposte ne tarde pas. Les syndicats se mobilisent. La rue gronde. Grève, blocage, des millions de manifestants défilent partout en France. Mais Sarkozy ne cède pas. La réforme est finalement adoptée. La même année, un scandale éclate. Le ministre du Travail, Éric Woerth, est cité dans l'affaire Bettencourt. L'opposition s'engouffre dans la brèche. La presse multiplie les révélations et l'Élysée traverse une zone de turbulence. En 2011, Nicolas Sarkozy engage la France dans une intervention militaire en Libye. Officiellement pour protéger les civils de Benghazi, menacés par le régime de Mouammar Kadhafi. Mais cette décision soulève rapidement des interrogations et des controverses. En octobre 2011, le dictateur est lapidé par sa population. En janvier 2012, sa cote de popularité tombe à 30%. Trop bas pour affronter sereinement le socialiste François Hollande. Il lance sa campagne avec un slogan simple. La France forte. Mais l'élan n'y est plus. Les sondages le donnent perdant. Il s'accroche, organise 45 meetings à travers le pays et parvient à se qualifier pour le second tour. Présidentielle en tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Le jour du 6 mai, 5 ans plus tôt, lui avait porté chance. Mais le 6 mai 2012... Battu, Sarkozy annonce son retrait de la vie politique. Je serai l'un des vôtres. Je partage vos idées. Je partage vos convictions. Votre idéal, c'est l'idéal de toute ma vie. Et vous pourrez compter sur moi pour les défendre, ces idées et ces convictions, mais ma place ne pourra plus être la même. Comme le veut la Constitution, il entre au Conseil constitutionnel. Normalement, j'accueillerais le président Sarkozy. Mais il choisit les conférences à l'étranger. En 2013, dans l'affaire Bettencourt, les juges d'instruction bordelais estiment que les charges sont insuffisantes. Malgré sa mise en examen quelques mois plus tôt pour abus de faiblesse, il n'est pas renvoyé devant un tribunal. Il est définitivement mis hors de cause. En septembre 2013, il est placé sur écoute dans le cadre d'une enquête sur le financement libyen présumé de sa campagne de 2007. En février 2014, l'affaire Big Malion éclate au grand jour. La presse révèle un vaste système de fausses factures entre l'agence Big Malion, chargée des meetings de Nicolas Sarkozy en 2012, et l'UMP. Un montage destiné à masquer un dépassement massif du plafond légal des dépenses de campagne. En mars 2014, les enquêteurs découvrent qu'il utilise une ligne téléphonique secrète, enregistrée sous le faux nom de Paul Bismuth, pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. La justice soupçonne alors les deux hommes d'avoir tenté d'obtenir, auprès d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, des informations confidentielles sur une procédure judiciaire en échange d'un coup de pouce pour un poste prestigieux à Monaco. La même année, il annonce son grand retour et se présente à la présidence de l'UMP. Avec plus de 64% des voix, il reprend la tête du parti. En mai 2015,
il organise et préside le congrès fondateur du nouveau parti, les Républicains, devant près de 15 000 militants. Il repart aussitôt en campagne pour la présidentielle de 2017. Mais cette fois, la donne a changé. La droite organise une primaire ouverte. Le verdict est sans appel. Sarkozy est largement distancé, non seulement par Alain Juppé, mais surtout par son ancien Premier ministre, François Fillon, qui crée la surprise. Éliminé, cette fois, il quitte définitivement la vie politique. Il est donc temps maintenant, pour moi, d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. Il reprend son activité d'avocat et siège dans plusieurs conseils d'administration. En 2016, il entre au groupe Accor. En 2019, chez Barrière. Et en 2020, dans le groupe Lagardère. Mais la justice n'en a pas fini avec lui. En octobre 2023, il est mis en examen et est accusé d'avoir participé à une opération visant à obtenir la rétractation de Ziad Takieddine, l'intermédiaire franco-libanais qui, dès 2013, l'avait accusé d'avoir reçu de l'argent de Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Après plusieurs mois d'investigation, les juges d'instruction clôturent leur enquête en février 2025. Le parquet national financier doit encore décider d'un éventuel renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. Le 18 décembre 2024, la Cour de cassation rend définitivement la condamnation de Nicolas Sarkozy dans ce qu'on appelle l'affaire des écoutes. Une affaire en cours depuis 2013. Reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence, il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme à purger sous bracelet électronique. En février 2025, dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy est à nouveau condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique pour avoir explosé le plafond des dépenses lors de la présidentielle de 2012 grâce à un système de fausses factures. Mais il se pourvoit en cassation et donc l'affaire est toujours en cours. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite.